Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes vendredi le 1er novembre 2024. Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le gouvernement sera responsable de tous les dommages que vont subir les agriculteurs se trouvant dans les différentes provinces du pays suite au retard de distribution de fertilisants. Dans ce journal, vous allez suivre les lamentations des agriculteurs du fait qu'ils ont déjà payé les frais d'achat de ces fertilisants, mais que ces derniers manquent. Certaines magouilles et violations des droits de l'homme se sont observées dans certaines localités du pays durant la journée de ce jeudi qui clôturait la période d'enrôlement pour les élections de 2025. À cet effet, dans la deuxième partie de ce journal, un invité spécial donnera son analyse sur la réticence des Burundais à se faire inscrire comme électeurs. Tout de suite le développement de ce journal. Débutons ce journal par la page sécurité. Un vieil homme de la colline Wuyaga, en commune Mbouye de la province de Muramvya, a été tué par son fils le matin de ce jeudi. L'assassin souffrait déjà d'une maladie mentale. Le point avec Elvis Nyomongere. Le défunt vieillard était connu sous le prénom d'Henri. Il a été assassiné par son fils qui, depuis quelques jours, avait une maladie mentale. Le drame a eu lieu ce jeudi entre 7h et 8h. Le fils s'est introduit dans la chambre du père et a asséné à ce dernier un coup de hache à la tête. La tête a explosé en deux parties. Après le forfait, le fils est sorti par la fenêtre pour aller annoncer ce sale besogne aux voisins. Accourus, les voisins ont trouvé le père déjà mort. Ainsi, ils ont alerté l'administration et la police. Arrivé au lieu du drame, l'assassin a été arrêté et conduit au cachot. Pour le moment, les habitants de la colline Wuyaga craignent que l'assassin ne peut être un autre homicide du moment qu'il a été emprisonné au lieu de le transférer dans un établissement hospitalier spécialisé pour soigner sa maladie mentale. Merci Elvis Nyomongere. En page gouvernance, les agriculteurs de la province d'Ongozi indiquent que le gouvernement sera responsable de toutes les pertes qu'ils vont encaisser, car de leur côté, ils ont payé la totalité des frais d'achat de fertilisants, mais ils ne l'ont pas encore obtenu. L'engrais de type urée, communément appelé Totahaza, est celui dont ces agriculteurs manquent le plus, alors qu'il est indispensable en cette période de binage. Les détails avec Clovis Nyonzima. En province Ngozi, les agriculteurs indiquent que leur production sera mauvaise à cause du manque de fertilisants. Le fertilisant que ces derniers déplorent ne pas l'avoir alors qu'ils ont payé la totalité. Selon notre source en Ngozi, l'engrais de type urée dit Totahaza est introuvable, que ce soit dans les communes Mumba, Ngozi, Nyamulenza et Busiga. Cette carence de fertilisants vient s'ajouter au fait que les agriculteurs avaient même labouré leurs champs sans fertilisants, poursuit notre source. Cette année, la production ne sera pas bonne à cause des fertilisants. À un certain moment, le maïs planté doit être fertilisé pour la première fois, car le champ de maïs doit être fertilisé deux fois. Si donc le maïs dépasse le stade de première fertilisation sans avoir de l'engrais, son évolution devient compromise. Figurez-vous que nous avons labouré nos champs sans dormir, alors que cet engrais doit être dans le champ des semaines avant le labour. Non seulement le retard de fertilisants empêche les plantes d'évoluer, mais également ces agriculteurs dépensent doublement, explique notre source.
L'engrais irré ou totahaza est devenu introuvable et d'ailleurs certains agriculteurs possèdent déjà bobinage sans irré, mais cela demande beaucoup de moyens. Si le maïs se retrouve coincé dans les herbes, il ne peut plus évoluer. Donc on préfère d'abord passer au binage pour mettre de l'irré car il sera disponible. Malheureusement, cela coûte cher car c'est une double main-d'œuvre qu'on utilise. Cette année, nous allons encaisser de grosses pertes et c'est notre gouvernement qui en sera responsable. Ces agriculteurs rejettent les explications du porte-parole du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Clément Nkurunziza, selon lesquelles l'on aurait traîné de faire parvenir l'engrais à la population à cause du manque de carburant, alors que dans toutes les communes, les véhicules de l'État continuent d'y circuler. Actuellement, ces agriculteurs pensent que leur argent a été détourné et que l'engrais est en train d'être vendu à l'extérieur du Burundi. Ils demandent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de se prononcer sur cette défaillance qui s'observe dans la distribution de l'engrais. Merci Elvis. Niyonzima est en commune Mutumba, située en province de Karuzi. Le même problème de manque de fertilisants FOMI inquiète beaucoup les cultivateurs. Certains cultivateurs qui se sont entretenus avec la RPA se lamentent qu'il manque ces fertilisants alors qu'ils ont déjà terminé leur paiement depuis un certain temps et craignent les conséquences qui pourraient se répercuter sur leur récolte. Éloge Divin, les Méchas. Des agriculteurs de la commune de Mutumba, située en province de Kalouzi, s'indignent de la pénurie de fertilisants FOMI dont ils font face ces derniers temps, alors qu'ils avaient déjà terminé leur paiement. Ce dont nous sommes entretenus révèle que même des fois où ces fertilisants deviennent disponibles, ils le sont en quantité minime. Que ce soit Imbura ou Totahaza, aucun de ces fertilisants n'est disponible. La semaine dernière, chaque zone a reçu 30 tonnes, mais c'était insuffisant compte tenu des commandes et du nombre des habitants. Certains avaient commandé plus de 10, 20 ou 30 sacs, mais à la grande surprise, il a été annoncé que chaque citoyen va recevoir 25 kilos seulement. Là aussi, peu de personnes ont pu obtenir les 25 kilos. Seulement, ceux qui étaient devant ont pu obtenir les 25 kilos. Les craintes d'une mauvaise récolte qui pourrait résulter de cette situation sont les gens chez les agriculteurs de la commune de Mutumba. Celui-ci parle des cultures qui sont actuellement en mauvais état. Nos champs de culture sont en mauvais état. La majorité des citoyens a procédé à la semence de maïs sans mettre de fertilisants et actuellement les maïs sont en mauvais état. Ça sera le même cas pour les haricots vu que nous sommes dans la période de leur semence. La situation est vraiment chaotique et personne ne voit comment seront les récoltes à la fin de cette saison culturelle. Ces agriculteurs de Mutumba demandent aux autorités habilitées de trouver rapidement une solution à cette problématique de pénurie de fertilisants FOMI afin qu'ils puissent sauver leur culture. Merci Éloge Divin, Remécha. À ce sujet, le ministre de l'Agriculture, l'Élevage et l'Environnement a dit que le manque frappant des devises et le surnombre de Burundais pratiquant l'agriculture actuellement sont les causes principales du retard de la disponibilité de fertilisants. Devant le Sénat, Prosper Dodiko, le dit ministre, a fait savoir en même temps que le gouvernement est au courant de tous ces problèmes et qu'il a ordonné que chaque citoyen ayant un reçu de paiement va avoir des fertilisants tôt ou tard. Suivez Prosper Dodiko, ministre de l'Agriculture, l'Élevage et l'Environnement. Pour ceux qui ont des tickets de paiement et qui n'ont pas encore eu de fertilisants, je dirais que c'est vrai. Les fertilisants sont parmi les problèmes qui nous hantent sérieusement pour le moment car l'effectif des citoyens cultivateurs a tellement augmenté. Actuellement, nous avons besoin de 110 000 tonnes de fertilisants par an. Si vous essayez de faire le calcul pour qu'une tonne de fertilisants soit importée ici au Burundi, cela demande une somme de $1 000
hectares. Et si vous multipliez cette somme par les 110 000 tonnes dont nous avons besoin, vous comprenez que c'est beaucoup de devises qu'on a besoin. Néanmoins, je remercie le gouvernement pour les efforts fournis. J'ai vérifié aujourd'hui les rapports sur la distribution des fertilisants. Ils sont à 75%, sauf les fertilisants du type urée. Pour ce dernier, il n'y a pas de problème car l'urée n'a pas besoin d'être transformée pour être utilisée comme c'est le cas pour d'autres fertilisants. Mais vous comprenez que dans tous les cas, nous avons besoin de devises pour que ces fertilisants soient importés. Malgré cela, nous gardons espoir du fait qu'il y a des usines qui sont en train d'être implantées dans le pays. Peut-être que bientôt ces usines vont essayer à réduire la quantité de fertilisants qu'on a besoin d'importer afin de résoudre ce problème. En plus, nous sommes en train de chercher d'autres partenaires parmi ceux qui vont visiter le Burundi très bientôt, entre le 4 et le 5 novembre. Mais pour le moment, je voulais informer la population que j'ai ordonné que chaque citoyen qui a son ticket de paiement doit avoir des fertilisants. Cela peut prendre du temps, mais ça va arriver. Ils vont l'avoir. C'était Prosper Dodiko, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement. Après une courte pause, nous poursuivons ce journal avec la page politique. Parlant à présent politique, clôture ce jeudi de la période d'enrôlement pour les prochaines élections. Le constat est que le zèle des Imbonerakure et de certains responsables du parti CNDD-FDD a touché son paroxysme. Josiane Mouzaneza revient sur certaines magouilles et violations des droits de l'homme qui ont caractérisé la journée d'hier dans certaines localités du pays. Le processus d'enrôlement des électeurs a été émaillé de plusieurs irrégularités et magouilles, et ce depuis le premier jour. Ceci parce que les administratifs, aidés par les miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ont opté pour le forcing après avoir constaté que la population avait boycotté ce processus. Mais ce 31 octobre, dernier jour de l'enregistrement, les membres du parti CNDD-FDD ont rivalisé en ce qui est d'astreindre les gens à se faire enregistrer. En province Gitega, par exemple, les gens craignent que ce forcing ne cache l'intention de truquer les élections, à voir ce qui s'est passé dans les établissements scolaires que compte la commune de Buraza, comme en témoigne un des habitants de la place. Cela s'est passé dans toute la commune. À titre illustratif, je citerai le cas de la zone Mahonda où tous les élèves de la 5e, 6e et 7e année fondamentale ont été sommés d'aller se faire enregistrer alors qu'ils ne remplissent pas les conditions vu qu'ils n'ont pas encore l'âge de voter. Est-ce que vous trouvez ça normal? N'est-ce pas du vol éhonté? En fait, ça prouve qu'ils se sont déjà fixé un barème à atteindre, quitte à inscrire même les fœtus s'il le faut. Pour s'assurer de la réussite de cette tâche, ces élèves étaient accompagnés par les directeurs de leurs établissements ou les enseignants. À l'Ekofo Guiza, c'est le directeur lui-même qui s'en est chargé. Ce dernier se prénomme Joseph. Quant aux élèves de l'Ekofo Mouka, ils ont été emmenés de force par un certain Alexis, professeur vacataire et en même temps responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Mahonda. En province Makamba, une autre astuce a été trouvée pour gonfler les chiffres des électeurs, à savoir l'utilisation des cartes mutuelles ayant expiré. Notre source prestant à l'hôpital de Makamba témoigne. Hier après-midi, alors qu'on s'était rendu sur nos collines pour l'enrôlement, on a vu le représentant du parti CNDD-FDD sur la colline Mouyangue, zone Mouyangue en commune Nyanzalak, faire des va-et-vient avec un sac rempli d'objets dont on ignorait la nature. Par après, on a appris des sources proches des centres de santé de Mouyangue qu'il s'agissait des cartes mutuelles que ce dernier avait collectées. Et comme vous le savez, pour remplir ces derniers, on doit mettre le numéro de la carte nationale d'identité. En fait, ces cartes en question sont celles que les affiliés ramènent pour renouvellement. Selon nos sources, c'est un certain André, responsable du service chargé de délivrer ces mutuelles, qui les a sorties des stocks afin de les donner au nommé Frédéric Nilameva, lequel a procédé à leur enregistrement sur les listes des électeurs. Les deux individus sont respectivement responsables du parti CNDD-FDD en zone Mouyangue et sur la colline Mouyangue. Toujours en commune Nyanzalak, mais cette fois-ci sur la colline Nyabigina, l'innommable s'est produit. En effet, les miliciens Imbonerakure ont refusé le passage à un prêtre qui s'en allait donner les derniers sacrements à un malade en phase terminale, juste parce que le prélat en question ne s'était pas muni de sa preuve d'enrôlement.
Un prêtre de la paroisse Nyanzalak se rendait au chevet d'un malade pour lui donner les derniers sacrements. Le malade en question était en état comateux. Arrivé à la barrière d'Onyabigina, il s'est heurté au démoniaque Lacouré qui exigeait la présentation du récépissé à quiconque avant de le laisser continuer son chemin. Mais comme il n'en avait pas sur lui, ces miliciens du parti au pouvoir lui ont clairement dit qu'il ne pouvait pas le laisser passer et il a dû rebrousser chemin. C'est vraiment scandaleux qu'on en arrive à de telles extrémités. Vous saurez que 24 heures avant la fin de la période d'enrôlement, Jean-Claude Kalegwandenzako, chef de bureau chargé des questions politiques et socioculturelles au cabinet du président Évariste Ndayishimiye, avait annoncé via son compte X que le taux de participation dépassait les 93%. Merci Josiane Mozaneza. Toujours à ce propos, la réticence des Burundais à se faire inscrire comme électeurs est due à une grande crise multisectorielle qui secoue le Burundi. Interprétation faite par un expert politologue. Professeur Julien Nimubona appelle tous les acteurs politiques burundais à, entre autres, repenser principalement à leurs idéologies mobilisatrices, estimant que la principale idéologie jusque-là utilisée, qui est l'idéologie ethniciste, ne convainc plus les Burundais. Professeur Julien Nimubona répond aux questions d'Inès Gakiza. Professeur Julien Nimubona, bonjour. Bonjour, Madame Inès. Vous êtes l'invité de notre édition. Je vous souhaite pour commencer la bienvenue. Merci, Madame. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a débuté en date du 22 octobre l'enregistrement des électeurs, une activité programmée sur 10 jours. En moins même de 5 jours, les autorités du pays ont décidé de forcer la population à se faire inscrire. C'était après avoir constaté qu'il n'y avait pas de l'engouement. En tant qu'expert politique, quelle lecture avez-vous faite d'abord de cette réticence des Burundais à se faire inscrire pour pouvoir participer aux prochaines élections? La première grande lecture que j'ai faite, c'est une profonde crise. Une crise multidimensionnelle, mais la plus importante, c'est une crise de sens de la politique, une crise des idéologies mobilisatrices qui, jusque-là, étaient utilisées par les acteurs politiques pour mobiliser la population. Alors, la première grande crise est donc une crise idéologique. Quand on regarde bien les élections depuis 1993 jusqu'en 2015, en 2020 d'ailleurs, les populations étaient mobilisées sur base d'un clivage unique, identitaire, de nature ethnique. Et la population avait été sensibilisée sur l'idée que on sera mieux, on sera au ciel si on est gouverné par les siens. Et ça a continué à chaque élection. On rappelait constamment cette identité. En 2020, la dernière élection, je me souviens que c'était l'argument du parti CNDD-FDD contre Agathon Rwasa, dont on disait qu'il charriait, qu'il était en quelque sorte le cheval de Troie des Tutsis pour revenir au pouvoir. Entre 2015 et 2020, le CNDD-FDD a constaté que l'argument idéologique ethnique ne marchait pas vraiment pour continuer à mobiliser. Il avait alors inventé un dérivatif que j'appelle l'ethnonationalisme régional. C'est un populisme très connu dans la région. Ce populisme ethno-nationaliste consistait à dire que l'ennemi du Burundi, il est à l'extérieur du Burundi. C'était le Rwanda avec les bakoloni et les Bazungu qui se sont alliés pour tenter de renverser
les institutions et le pouvoir que le peuple majoritaire avait mis en place, le pouvoir démocratique. Jusque très récemment, avec l'intervention du Burundi au nord Kivu, c'est sur base de cette idéologie même. Mais on se rend compte que ça fait pas manger la population. On s'est rendu compte que l'idéologie populiste, ethno-nationaliste ne nourrit pas, ne donne pas le sucre, ne réduit pas les prix, ne donne pas les devises pour avoir le carburant, pour avoir les médicaments. Et donc, le pays se trouve, du point de vue socio-économique, dans une situation catastrophique, et la population le voit. C'est ce que donc j'appelle une crise idéologique. Et on se rend compte que les élites politiques qui nous gouvernent, de tous les partis politiques, n'ont pas inventé une autre idéologie mobilisatrice. Voilà la première crise majeure, selon moi, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus mobilisés pour aller voter. Deuxième crise majeure, c'est une crise économique. C'est une crise économique qui est structurelle. Les gens banalisent en disant oui, il y a de la mauvaise gestion, oui, il y a de l'embargo, oui, il y a des détournements, il y a une constitution d'oligarques qui ne font que piller l'économie burundaise, mais même en situation de bonne gouvernance, vous avez un pays qui a des limites. Mais il faut que les élites, il faut que les dirigeants l'acceptent et le reconnaissent. Le remplacement de ce populisme ethno-nationaliste qui ne marchait plus a fait que le président Evariste Ndayishimiye a cherché une autre piste d'idéologie mobilisatrice, c'est l'idéologie du développement. Ce que j'appelle un mythe du développement économique avec cette histoire de vision 2040, vision 2060. Sauf que deux conditions manquent terriblement. La première condition, il faut d'abord résoudre la question de la fragilité de l'État-nation pour prétendre avancer vers le développement. Deuxième condition qui manque, ce sont les ressources économiques. La vision 2040, 2060 demande, exige beaucoup d'immenses ressources économiques. Sur le plan intérieur, qu'il faut mobiliser notamment en jouant sur l'extraordinaire bonne gouvernance que l'on n'arrête pas de clamer, mais deuxièmement, qui demande une ouverture à la communauté internationale. On ne pourra pas avancer sur ce terrain-là aussi si on n'a pas relevé le défi des bonnes relations diplomatiques qui commencent par les bonnes relations politiques intérieures. Et cela permettra aux partenaires burundais, aux amis du Burundi, de venir au secours pour le financement du développement économique et social. La troisième crise que je vois, c'est une crise politique et institutionnelle. Lorsque, en 2018, on amende la Constitution, on amène des mandats de 7 ans pour le président, des mandats de 5 ans pour les législatives, j'ai crié en disant attention au conflit entre l'exécutif et le législatif. Eh bien, ils ont voulu construire une constitution taillée sur mesure. C'était pour le président Pierre Nkurunziza qui devait être un roi éternel. Maintenant, on a un président qui a fait 7 ans. Et donc, il n'est pas impliqué dans la campagne électorale de 2025. Et une situation ubuesque parce que on se rend compte aussi que les conflits internes aux partis au pouvoir jaillissent sur le contexte. Donc, le mode de scrutin et les mandats qui ont été mis en place bloquent aujourd'hui la mobilisation électorale. Les Burundais savent se mobiliser quand il s'agit d'élire un président. Ils le font moins quand il s'agit des députés et des élus communaux, parce que par ailleurs, ces députés sont élus sur base d'une liste bloquée. Donc, on élit des partis, pas des personnalités. Donc, les candidats doivent leur allégeance aux états-majors du parti, au président du parti, plutôt que à leurs électeurs. Ils le savent, ces électeurs. Ils le voient. Ils voient l'inefficacité de ces personnalités à la base, parce que
ils voient qu'ils rendent compte ailleurs, y compris les administrateurs qui sont extraits des listes des conseillers communaux. Ça, c'est une crise institutionnelle. Une crise politique qui accompagne ce que j'évoquais, c'est alors la question de l'État. On a l'impression que nos élites ne savent pas ce que c'est l'État. L'État est confondu avec un instrument au service d'un groupe, au service d'individus. Les marchés publics sont attribués à des individus qui, en retour, vont pantoufler les élites du parti au pouvoir ou vont financer le parti au pouvoir, et ça devient une complexité au niveau de la corruption généralisée de l'État, et par conséquent, cet État devient protecteur uniquement des membres du parti majoritaire, ou alors des potentats, des oligarques qui contrôlent l'économie, l'armée et l'administration. Du coup, la population le voit. Il voit très bien que l'État est privatisé. L'État est aux mains d'un certain nombre d'individus qui en profitent, tandis qu'elle est délaissée à elle-même. Cette crise de l'État pose aussi le problème, effectivement, de qui m'appelle à aller voter. Pour qui? Sur qui vais-je m'accrocher? Qui va me protéger? Qui va nous égaliser tous? Lorsqu'on voit les services de la documentation entrer dans le V des gens, et il n'y a pas de poursuite. Cet État partisan est devenu un État partial, et cet État partial-là crée, et ce, depuis longtemps quand même, depuis même le régime à parti unique, crée l'impunité des crimes. Et c'est cette impunité des crimes qui fait que on fait ce qu'on veut. On dit, si vous n'avez pas voté, vous n'irez pas au marché, vous n'allez pas manger. On fait ce qu'on veut. Et donc, cela crée un climat de confiance malsain. C'est ce que j'appelle la crise de confiance dans les autorités politiques, dans l'État. Et comme les dirigeants de l'État savent qu'ils ne sont pas efficaces sur le plan socio-économique et sur le plan politique, ils n'ont plus d'instruments de mobilisation, je viens de le montrer, idéologique, politique, institutionnel. Eh bien, ce qui reste, c'est la peur qui envahit les gens. Et l'État n'a plus d'autres ressources que de recourir à la violence, y compris physique, pour amener les gens à aller voter. Voilà comment je vois cette crise majeure, fondamentale, qui fait que entre la population et l'État, entre la population et les politiques, il y a une crise profonde de confiance. Ils devraient comprendre les dirigeants actuels du pays et qu'est-ce qu'ils devraient faire face à ce signe, à cet indicateur donné par les électeurs. Je pense que le pouvoir devrait absolument être attentif. Ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est aussi l'opposition. C'est aussi toutes les élites. Quand je dis il y a une crise de sens, il y a une crise d'idées mobilisatrices, il faut les créer. Et ça, c'est pas seulement au Burundi. Regardez les démocraties occidentales. Ce sont les populismes racistes, ce sont les peurs que l'on mobilise. Les idéologies libérales classiques ou socialistes classiques qui inspiraient le développement ne sont plus efficaces pour satisfaire les besoins de plus en plus croissants des populations. Eh bien, les élites fuient vers les populismes. Alors, chez nous, les populismes que nous avons connus, j'en ai parlé tout à l'heure, dans la région des Grands Lacs, le populisme ethno-nationaliste est à l'œuvre autour du conflit congolo-régional, et au Burundi, il a commencé en 2015. Eh bien, ce discours n'est pas porteur. Ce discours ne résoudra pas les problèmes extrêmement urgents, pressants, que vivent les populations burundaises, et je crois que les élites qui voudraient bien gouverner ce pays ont davantage intérêt à penser à des valeurs de gestion de l'État. Il faut beaucoup plus penser à de nouvelles idées, à de nouveaux systèmes de gouvernance propres à nos sociétés. Je pense que l'accord d'Arusha avait jeté les premières bases
malheureusement, on semble écarter cette plateforme qui était un bon point de départ qui mérite aujourd'hui d'être refondée et repensée. Oui, dernière question, le vote est un devoir. Les élections sont la meilleure voie de changer les dirigeants. En tant qu'expert politique, faut-il poursuivre les préparatifs et aller jusqu'aux élections 2025 et 2027 malgré la grande crise multidimensionnelle que vous venez de décrire? Quelle est la solution idéale? Quel est l'idéal selon vous pour le pays et qui est faisable aujourd'hui? Hélas, je ne crois pas qu'on ait le temps pour laisser les chances d'une issue agréable. On aurait pu penser, et ça je le dis depuis dans un certain nombre d'années, on aurait pu penser que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, commence par ce que j'ai appelé la résolution de la fragilité de l'État-nation, avec, n'est-ce pas, la résolution d'une crise politique majeure, notamment en organisant un dialogue ouvert à toutes les couches de la population et à des réfugiés, à des gens qui ont été spoliés quasiment de leur nationalité, de leur pays, suite au conflit de 2015, mais qui est lui-même conflictuel entre les élites politiques, qui n'est pas tranché, contrairement à l'opinion du gouvernement. On aurait aimé commencer par là et ensuite engager le processus démocratique et les élections en toute sérénité. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on reporte ces élections, on tombe dans ce qu'on appelle le vide constitutionnel et institutionnel. Est-ce que nos élites sont armées pour résoudre ce genre de crise? Je n'en suis pas sûr. Pour autant, est-ce qu'on va vers la démocratie avec ces élections-là? J'ai eu l'occasion de le dire. L'armée n'a jamais démocratisé nulle part. Nous sommes gouvernés par des généraux, tout le monde le sait. Mais en plus de ça, si j'analyse la culture politique du parti majoritaire au pouvoir, les chansons des militants, les discours des leaders de ce parti, ils vous disent clairement, c'est-à-dire, nous avons lutté âprement pour cette victoire, nous ne lâcherons pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attitude d'ouverture. Ça veut dire que on organise les élections, mais un bon analyste sait que on va vers, quoi qu'il arrive, une reconduction du même pouvoir. Il peut être malin en redistribuant 2, 3, 4, 5 positions à certains partis pour montrer à l'opinion internationale que il est ouvert, mais loin de moi de penser qu'il y aura des élections sincèrement démocratiques telles que nous définissons la démocratie et les élections telles que nous l'entendons, ce ne sera pas ça. Et quelle projection faites-vous du Burundi en 2027, disons, après les présidentielles? Moi, j'en appelle à la grande responsabilité des élites qui sont au pouvoir aujourd'hui, à celles qui sont dans l'opposition, des intellectuels, à se mettre en tête qu'il faut un changement. Il faut un changement. Maintenant, il faut le penser. Il faut le penser. J'aime pas les changements qui ne sont pas pensés, qui sont brutaux. Comme on l'a vu en 2015, n'est-ce pas, des gens qui ont voulu profiter d'une mobilisation de la population civile, d'une population civile, une société civile, pour prétendre prendre un pouvoir, alors qu'ils n'ont jamais pensé un seul instant ce qu'il fallait faire. Voilà, personnellement, ce que je pense. Il faut penser à un changement et cela devra sans doute faire un front immense allant du parti au pouvoir aujourd'hui et des élites, Hutu et Tutsi, où qu'elles soient, qui aiment le Burundi. Sinon, on court vraiment la catastrophe. Professeur Julien Nimubona, je vous rappelle que vous êtes expert en politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Inès.
Merci à toi Inès Gakiza ainsi qu'au professeur Julien Mimoubon. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce vendredi 1er novembre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bon début de week-end à tous.